Merci à HXN Media pour la production de ce balado. Bonjour à tous, ici Nicolas Duvernois, l'entrepreneur derrière Pure Vodka, Roméo Gin et Choco Crème, mais aussi un entrepreneur qui a totalement raté sa première expérience en télétravail. Dernièrement, j'ai écrit un livre justement pour bien comprendre cet univers. C'est grâce à des experts qui nous partagent leurs conseils et astuces qu'on va rentrer en profondeur dans ce balado pour nous aider à réussir notre télétravail. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Gagnon, fiscaliste au cabinet Demers-Beaune. Depuis plus de 25 ans, elle conseille les particuliers et les entreprises à trouver les meilleures solutions pour leur réalité fiscale et comptable. Depuis un an, cette réalité-là a totalement été chamboulée. Je vous invite à écouter ses conseils et astuces. Salut Isabelle. Bonjour Nicolas. Donc, Isabelle, depuis 25 ans, tu es une CPACA, tu es une fiscaliste. On s'est rencontrés il y a quelques années, on va taire le nombre d'années, il n'y a pas si longtemps que ça. Tu fais partie de la grande famille du cabinet de Demers-Beaune, qui ont été nos experts comptables et plus pendant plusieurs années et qui nous ont beaucoup aidés. C'est super intéressant parce que souvent, on pense que les comptables, c'est des personnes juste de chiffres, mais non, toi, tu as un bac en administration des affaires avec une spécialisation en comptabilité. Donc ça, je trouve toujours intéressant. Et en fiscalité aussi, ouais. Je trouve ça super intéressant de toujours le mettre de l'avant. Je le vivais moi-même, cette idée préconçue que c'était juste des chiffres, les comptables, jusqu'au temps que je ne rencontre pas puis ton équipe. Écoute, moi, je commence toujours le balado avec une question. Comment tu as vécu le télétravail depuis un an? Je dirais différentes phases de télétravail pour moi. Pour moi, le début du télétravail, quand on a échangé là-dessus et que j'ai lu tes posts sur ta réalité de télétravail, je me reconnaissais beaucoup. Pour moi, ça a été un grand choc. Ça a été très difficile de m'adapter à cette réalité-là. J'étais pas du tout préparée à ça. Je ne fais pas partie, moi, de la génération ou du type de personne qui a de la facilité à travailler de la maison. Donc, les premiers mois ont été extrêmement difficiles. Mais à un moment donné, la réalité te rattrape et tu dois te retrousser les manches et trouver des solutions. Alors, à partir, là, je dirais, du début de l'été 2020, j'ai commencé à me réorganiser un petit peu à la maison, travailler différemment, planifier mieux les mandats, les tâches, vraiment plus de planification qui m'a permis de devenir beaucoup plus à l'aise avec le télétravail. Puis je dirais qu'aujourd'hui, je suis presque indifférente. Je continue d'aller au bureau de temps en temps parce que notre réalité, on manipule beaucoup de papier encore, malheureusement. Mais je suis très à l'aise de la maison aussi. Donc, je suis contente d'avoir fait ce virage-là durant l'année parce que si j'étais restée dans la situation d'avril dernier, je n'aurais pas cher de ma peau présentement. Mais j'adore ce que tu dis, c'est exactement ce que j'ai vécu. Puis d'ailleurs, c'est une des raisons du balado. Je voulais vraiment aller plus en profondeur que le livre parce que c'est souvent cette situation-là qu'on me raconte. C'est que les premières semaines, les premiers mois, à partir de mars 2020, tout le monde s'adaptait. Mais tu sais, quand tu es obligé, tu ne dis pas grand-chose, tu ne réfléchis pas vraiment, tu n'en parles pas à tes amis, tes collègues, ta famille. Puis là, tout d'un coup, après 3 mois, tu n'es plus capable. Hein? Moi, c'est vraiment en juin que ma belle Caro, mon épouse, m'a mis dehors professionnellement, m'a dit « Retourne au bureau, je ne suis plus capable » parce que je ne savais juste pas quoi faire. C'est super intéressant aussi de t'entendre parce qu'on voit que ça peut toucher un entrepreneur, ça peut toucher une professionnelle. Je suis convaincu, vous êtes plus d'une centaine au bureau à Montréal, je suis convaincu que tout le monde l'a vécu différemment aussi. Comment on fait pour déplacer ou pour… Tu sais, nous, on pense à notre réalité personnelle, mais 120, je crois que vous êtes… comment ça a été, tu sais, à un haut niveau, là, cette transition de tout le monde au bureau du jour au lendemain, à la maison du jour au lendemain? Bien, il faut dire que nos gens sont habitués de se déplacer dans le cadre de leur travail parce qu'il y a beaucoup de nos mandats qui se font sur place chez les clients. Donc, on a déjà une réalité où on était beaucoup sans papier. Les gens sont organisés électroniquement et technologiquement parlant pour travailler à distance. Donc, le déplacement comme tel n'a pas été un enjeu. Alors, ce qui a été un enjeu chez nous, c'est beaucoup plus que les gens sont habitués de travailler en équipe.
sur place chez les clients avec tous les niveaux d'expérience, si tu veux, rassemblés dans une salle pour échanger, pour faire avancer le dossier. C'est beaucoup de formation qu'on fait aussi sur le terrain avec les gens. Donc, ça, c'est devenu un des plus gros enjeux, beaucoup plus que le déplacement. OK. Il y a un côté sécurité, confidentialité. Tu sais, vous travaillez avec des chiffres, des informations ultra confidentielles. Comment on gère ça de chez soi, tu sais? C'est une bonne question. On a réalisé, en fait, c'est sûr qu'on a toujours été un peu au-devant de ça parce que ça fait longtemps que les comptables professionnels traitent avec des informations sensibles et confidentielles de leurs clients. Donc, on a toujours eu une préoccupation pour ça. Cependant, ça nous a vraiment amené à un autre niveau. Ouais. C'est-à-dire qu'on était encore beaucoup dans l'échange de documents, envoie un document, client imprime le document, signe le document, numérise le document, retourne-le-moi. Et ça nous a poussé à modifier, à faire de la recherche d'autres outils. Donc, l'adoption en 2020 d'un nouveau portail sécurisé où on va déposer les renseignements, les documents du client et il n'y a plus besoin, lui, de les imprimer, de les signer. La signature électronique est disponible directement dans cette application et c'est totalement sécurisé. Donc, on a ajouté des couches à quelque chose qui était déjà avec des mots de passe, etc., où est-ce qu'on travaillait beaucoup comme ça. Là, on ajoute un niveau de sécurité, puis probablement qu'on y serait arrivé de toute façon, mais cette crise-là nous a un peu poussé à accélérer nos réflexions puis nos recherches sur de la technologie plus avancée. Puis ce qui est intéressant aussi dans ta situation, c'est que sans nommer personne, et si on prend les 100 employés, vous avez 100 visions d'une réalité qu'est le télétravail pour toutes les entreprises, tous les clients que vous avez. Généralement, comment les autres, parce qu'on croit toujours qu'on est seul dans notre situation, mais comment les autres vivent avec cette nouvelle réalité-là? Tu as totalement raison. Probablement qu'on a autant de réalités puis de vécu qu'on a de personnes chez nous. On a même ajouté de nouveaux bureaux dans les troisième au début de 2021. Donc, on a 3 nouveaux bureaux qui se sont joints à nous. Et c'est vraiment une réalité qui est différente pour chacun parce qu'on a des gens qui ont des jeunes enfants. Donc, quand les garderies sont fermées, quand les écoles sont fermées, ça leur impose des défis de logistique incroyables. On a des gens qui souffrent beaucoup de solitude, donc ceux qui n'ont pas de famille à la maison, qui venaient beaucoup chercher un aspect social au travail, ceux-là vivent quelque chose de complètement différent. Donc, on a eu des gens qui nous ont interpellés en disant « Est-ce que je pourrais de temps en temps venir faire un tour au bureau? C'est difficile pour moi, je suis seule à la maison. » Fait qu'on a eu vraiment tous les profils, on a toutes les situations. On a une équipe aux ressources humaines, les associés, les directeurs. Occupé. Tout le monde a mis l'épaule à la roue pour s'assurer que toute l'équipe au complet gardait le moral. Puis on a aussi des gens qui sont obligés de venir au bureau à cause de leur tâche. Donc, je pense à celles et ceux qui transmettent les déclarations électroniquement. Tout ça, il y a une logistique, un peu de gestion de papier, comme je disais tout à l'heure. Et il y a de ces personnes-là qui ont vécu beaucoup d'anxiété d'être obligées de se présenter au bureau parce que la peur de la maladie, alors, ça, on a dû faire preuve de beaucoup de sensibilité et d'innovation pour être en mesure de répondre à tous ces enjeux-là qui sont individuels, mais qui en même temps font partie de notre réalité collective au bureau. Oui, définitivement. Ce que j'adore dans ton chapitre, c'est que le télétravail, ça touche certes les employés, mais ça touche aussi les employeurs. Puis on arrive avec une réalité comptable et fiscale qui est à réinventer presque au grand complet parce que je donne toujours le fameux exemple de la table de cuisine.
quand tu travailles un peu ici et là sur ta table de cuisine, bon, on ne se pose pas la question, mais quand ça fait presque 1 an et demi ou 1 an, là, bientôt, qu'on travaille sur notre table de cuisine, c'est-tu devenu du type d'impôt? C'est-tu notre bureau? Tu sais? Et donc, si tu peux nous amener, commençons par la réalité employée. Okay? Quelqu'un qui est engagé par une entreprise puis qui travaille depuis 1 an à la maison. Je sais que la loi évolue là, très, très rapidement ces temps-ci parce qu'il faut s'adapter très rapidement. Mais en gros, les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils doivent savoir sur leur réalité d'employés en télétravail? J'ai constaté avec des discussions que j'ai eues dans la dernière année, il y a une perception que si tu travailles de la maison, ton statut par rapport à ton employeur change. Parce que souvent, les gens savent que si tu es un travailleur autonome, donc tu n'as pas d'employeur vraiment, tu es quelqu'un qui offre tes services à des entreprises ou à des individus, mais complètement autonome, donc pas de contrat d'emploi. Il y a certaines dépenses que tu peux déduire de tes impôts. Ouais. Les gens, c'est sûr, voudraient tous bénéficier de cet avantage fiscal-là. Malheureusement, il est réservé, ou en grande majorité, réservé aux travailleurs autonomes. Et les gens, un peu à tort, associent le télétravail au statut de travailleur autonome, ce qui est totalement faux. Donc, il faut vraiment s'interroger sur la relation qu'on a avec la personne qui nous donne du travail, la relation d'affaires qu'on a avec cette personne-là. Et si on était un employé avant le télétravail, il y a beaucoup de chances qu'on soit encore un employé 1 an plus tard, même si on a travaillé, même si c'est à 100% travailler de la maison. Donc, le fait de travailler de la maison n'a pas nécessairement changé la relation. Et c'est important de le savoir. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier l'équipe de HXN Media qui a accepté de collaborer avec moi pour ce balado. Ça fait depuis quelques années que je travaille avec eux pour le lancement de nos produits. Ils font des vidéos superbes. Allez voir leur plateforme, vous allez être époustouflés. Pour célébrer le lancement du balado, eh bien, ils sont super généreux et ils offrent l'occasion de remporter une vidéo pour mettre de l'avant votre entreprise. Tous les détails sont dans la description ci-bas. Si vous êtes en mode balado, il vous suffit d'aller sur le site hxn.media/duvernois pour avoir plus d'informations. Bonne chance! Est-ce que ça pourrait faire en sorte qu'on développe ou la naissance d'un nouveau statut d'employé? C'est possible. Je sais que là, les autorités fiscales ont annoncé certains allègements par rapport à ce qui était mentionné dans le livre parce que les allègements sont arrivés après. Donc, je parlais dans le livre d'un formulaire à faire signer par son employeur pour avoir le droit de déduire certaines dépenses. Cette année, en 2020, pour l'instant, c'est une exception, mais il y aura une possibilité de déduire les dépenses sans faire signer le fameux formulaire. Donc, pour alléger le fardeau des entrepreneurs, des employeurs, mais aussi pour faciliter les choses aux employés, on va permettre un allègement. Est-ce que ça peut devenir quelque chose de permanent? C'est possible. C'est souhaitable, à mon avis, parce que on a déjà beaucoup de paperasse à remplir au moment des impôts. Mm-hmm. Si on peut alléger ça tout en préservant l'équité, parce que c'est une question d'équité entre les différents contribuables. Hein. Les autorités fiscales sont préoccupées à s'assurer qu'on respecte les règles et que seuls les gens qui sont admissibles ont droit à certaines déductions. Mais peut-être peut-être que cette crise-là va nous permettre justement d'avoir un peu avancé sur ça puis d'avoir permis une façon allégée, si on veut, de bénéficier de certains avantages. Espérons-le. Mais pour l'instant, c'est une mesure temporaire. Oui, je crois que tout le monde est en train de danser un peu sans trop savoir quelle danse il danse, entre guillemets, parce que, comme tu le dis, tu sais, la réalité légale change vraiment très rapidement parce qu'il faut s'adapter, il faut s'assurer que ça soit égal, encore une fois, pour tout le monde. Et puis, il y a des situations que j'ai entendues aussi parce que depuis que j'ai sorti le livre, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient leur propre étude de cas. Et puis, une dame qui m'avait envoyé un message puis qui me disait, tu sais, moi, mon employeur, on avait une cafétéria, c'était gratuit pour les employés. Ça, c'est un avantage, tu sais, qui est exceptionnel, là, selon moi. Puis elle disait, en plus, c'était bon. Elle me dit ça. Et puis, là, elle se retrouve à la maison où elle n'a plus cet avantage-là, qui est une forme
de compensation salariale, entre guillemets, là. Je ne sais pas si j'ai le bon terme comptable, mais je le vois un peu comme ça, où elle avait le parking, le stationnement qui était payé. Bon, ben là, c'est sûr que si elle ne se déplace plus, le stationnement, ça ne rentre plus. Mais tout ça, là, il va falloir s'adapter à ça, puis il va falloir savoir quoi faire en tant qu'employé, mais aussi en tant qu'employeur. Tout à fait. En fait, pour l'instant, les employés ont certains inconvénients, évidemment, parce qu'il y a eu des dépenses additionnelles à assumer. Mais c'est sûr que de mon œil, les inconvénients pour les employeurs, donc les entrepreneurs, sont multipliés par rapport à un individu. Parce que si tu as 200, 300, 1000 employés, ben c'est certain que, par exemple, les stationnements que tu payais à ces gens-là, qui sont maintenant inutilisés, ben, tu n'as peut-être pas été en mesure de te défaire de ces contrats-là au début de la crise. Donc, tu as peut-être payé tous ces stationnements-là inutilement. On pense juste à l'espace de bureau dans les tours à bureaux qui sont pratiquement vides au centre-ville. Je peux en témoigner. Imagine le loyer, toi, d'un étage complet à Place Ville-Marie qui est vide depuis un an. Exact. Alors, ça doit, une dépense fixe énorme, c'est un poids énorme sur les épaules des entrepreneurs. Il y a certaines catégories d'entreprises qui s'en sortent bien parce que les revenus se sont maintenus malgré la crise et le télétravail et tout, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas eu la vie facile là, et que dont les commerces ont été fermés, les revenus sont rendez-vous et ils ont quand même ces frais-là à assumer. Alors, c'est sûr que les impacts sont très, très, très importants. Puis ce qui épuise le plus, tu sais, je le vois, moi, étant entrepreneur, mais ayant beaucoup d'amis entrepreneurs aussi, c'est l'inconnu. L'inconnu de est-ce que ça va continuer à bien aller pour ceux qui vont bien? Est-ce que ça va continuer à être l'enfer pour ceux qui sont littéralement, certaines industries surtout, en plein milieu de l'enfer? Et puis aussi, toute cette inconnue de, ben là, est-ce que je re-signe mon loyer? Moi, l'exemple parfait, c'est nous. On est en renégociation de bail. Qu'on signe, c'est pour 10 ans. Ben là, est-ce que les employés vont revenir au bureau? Est-ce qu'ils vont revenir à temps partiel? Est-ce qu'ils ne vont pas revenir pantoute? Il faut tellement prendre en considération plein de facteurs. Ça rend la chose difficile. Sur tous là, on a vu l'impact un peu que ça a eu sur le cabinet, mais vos clients, comment ils se sentent? Vous avez c'est comme une maison de sondage parce que vous avez tellement de clients, vous pouvez voir un peu. Comment ils vivent ça, le télétravail, cette réalité-là, cet inconnu? J'ai l'impression que c'est très partagé. Il y a beaucoup de mes clients qui ont l'impression de perdre un peu je vais dire le contrôle, mais ce n'est pas tout à fait le bon mot. Culture d'entreprise, l'ADN? Bien, c'est ça, comme si la gestion était devenue extrêmement difficile. Ils ont l'impression que certains projets n'avancent pas, ça ne se finalise pas. Les rencontres d'équipe sont impossibles. Les rencontres virtuelles ont leurs limites, évidemment. Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se butent un peu à ces difficultés-là, puis qui ont de la difficulté à contourner ces enjeux-là. Ouais. Il y en a pour qui ça a été des opportunités. Il y a des clients pour qui ça a été vraiment... ils ont su saisir l'opportunité. Ils se sont rapidement retournés. Ils ont amélioré, par exemple, leur site transactionnel pour être en mesure de profiter des ventes en ligne que dont les gens ont beaucoup utilisé dans la dernière année. Alors, il y a eu des opportunités, puis on a beaucoup de clients qui ont saisi les opportunités. Mais malheureusement, on a aussi des gens qui sont dans des situations très précaires. Les subventions gouvernementales ont aidé, évidemment. Il y a eu beaucoup de support aux entreprises. Est-ce qu'ils ont aidé assez? Est-ce que ceux qui étaient vraiment dans le trouble, qui avaient le droit à des subventions, est-ce que ça a été un petit band-aid sur une immense ouverture ou est-ce que ça a aidé vraiment? C'est très difficile aujourd'hui de faire un constat clair sur ça parce qu'on est encore un peu dedans. Les subventions sont encore disponibles. Donc,
c'est difficile de voir s'il y a un impact à long terme ou si on est juste encore en situation de prolonger l'inévitable. Tu sais, Oui, c'est ça. C'est difficile à savoir aujourd'hui. Personnellement, là, sur une note personnelle, moi, je suis étonnée de quand même la vigueur relative de l'économie présentement. Moi aussi. Je trouve que ce n'est pas la catastrophe à laquelle je m'attendais en mars dernier quand cette crise-là a débuté. Donc, je suppose que les subventions ont eu leur impact là-dedans. Mais je pense aussi qu'au Québec, on a des entrepreneurs très résilients, très talentueux, très innovateurs. Donc, je pense qu'il y a eu aussi mélangé avec l'aide gouvernementale des gens qui ont su profiter des opportunités. Donc, l'avenir va nous dire là, quelles sont les industries qui vont avoir réussi à mieux traverser cette crise-là. Mais pour l'instant, je suis quand même agréablement surprise, malgré encore de difficultés, mais c'est si pire que je m'attendais. Non, mais tu as tellement raison. Tu sais, c'est fou à quel point, peut-être 2 mois après le début de la crise, j'étais comme, OK, économiquement, ça va être une catastrophe. On ne peut pas arrêter la planète et puis croire qu'il ne va rien se passer. Là, ça faisait 2 mois. Là, ça fait 1 an. Et puis, effectivement, moi aussi, je suis confiant, tu sais, pour la relance qui arrive. Et puis, c'est des bonnes nouvelles, tant mieux, parce que c'est pas juste pour les entrepreneurs, c'est pour les employés aussi. On ne veut pas des mises à pied à n'en plus finir. Donc, non, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ce qui est inquiétant, c'est toute l'industrie du spectacle, évidemment, qui n'a pas eu la chance d'avoir les petits assouplissements support, là, ouais. ont eu. Toute l'industrie touristique, les hôtels, tout ça, on sait pas. La créativité. Quand ça va reprendre, quels hôtels vont être encore en mesure d'être en opération? Tous les festivals, on est une province où il y a beaucoup de festivals durant l'été, il y a beaucoup de tourisme relié à ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui va je ne sais pas comment ça va se traverser. Donc, c'est certain qu'il y a ça, c'est juste des exemples, mais c'est certain qu'il y a des industries qui vont avoir souffert plus que d'autres, c'est sûr. Absolument. Ouais. Vous, est-ce que dans le domaine puis ça peut être intéressant pour d'autres domaines aussi, mais puis je pense à toutes les personnes qui sont avocates, disons, avocats ou avocates, est-ce qu'il y aurait une possibilité que vous fassiez un jour 100% du télétravail? Parce que finalement, si vous allez rencontrer les clients sur place, là, vous avez besoin du bureau surtout pour de la logistique de paperasse. Est-ce que ça serait possible un grand cabinet comme le vôtre qui est en 100% télétravail? Ou peut-être qu'il y a 2-3 bureaux tout petits, juste pour au cas où? Là. En théorie, oui. Parce que, comme je dis, on l'a vécu quand le bureau a été fermé. Je pense qu'il n'y avait pas 10 personnes au centre-ville de Montréal par jour là, qui étaient au bureau. Et on a réussi à livrer tous nos dossiers. Les déclarations d'impôts ont été envoyées à temps. Donc, tout ça s'est fait. Alors, en théorie, je pense que c'est possible. Est-ce que c'est souhaitable? Là, c'est une discussion qu'on pourrait avoir parce que, comme je dis, dans notre métier, on embauche de jeunes comptables qui ne sont pas encore tout à fait comptables. Ils viennent faire un stage chez nous pour accéder à la profession. Il y a une série de formations qui se fait pendant le travail. Ce n'est pas de la formation que tu peux suivre en ligne. Alors ça, c'est quelque chose qui est un défi, à mon avis, si on était 100% en télétravail. L'esprit d'équipe chez nous, on travaille beaucoup en équipe multidisciplinaire quand on a un dossier. Et tu nous as vu à l'œuvre, tu peux Oui, des fois, vous étiez 6 autour de la table. Là, ouais. Avec différents professionnels qui ont diverses spécialités. Et ça, il n'y a rien comme de se rencontrer dans une salle avec un tableau blanc puis de faire un brainstorm sur un dossier pour générer les idées. Tout le monde amène son grain de sel. Alors ça, en virtuel, oui. Est-ce que théoriquement, ça se fait? Oui. Est-ce que pratiquement parlant, c'est la meilleure, on va chercher le meilleur de tout le monde et on a la meilleure prestation de service pour notre client? J'en doute. On en doute, oui, exact. J'en doute, mais l'avenir nous le dira. Mais ce qu'on regarde, nous, en tout cas présentement, la majorité des gens veulent revenir au bureau
1 ou 2 ou 3 jours par semaine. C'est une minorité de gens qui veulent être en télétravail à 100%. Donc, je pense que tout le monde qui fait ce métier-là, comme le mien, je pense qu'on a tous un peu un besoin de se rassembler de temps en temps physiquement, là, en personne. Le contact client, tu sais, vous faites affaire avec, oui, des personnes, mais beaucoup d'entreprises. C'est sûr qu'en vrai, il faut se voir, il faut voir le non-verbal, il faut voir l'état de l'usine, de l'entreprise. Tu sais, ça parle beaucoup aussi. Donc, tu sais, je crois que faire juste ça avec une webcam, à un moment donné, ça atteint ses limites. Il y a la catégorie employé, il y a la catégorie employeur, et il y a une très grande catégorie, puis qui va être encore plus grande pour ceux qui ont été mis à pied, malheureusement, c'est les travailleurs autonomes. Est-ce qu'il y a une différence à connaître là, dans cette réalité-là d'être un travailleur autonome en télétravail? J'ai l'impression que c'est probablement la catégorie de gens qui ont le moins souffert du passage au télétravail, parce que c'est souvent, en tout cas en grande majorité, des gens qui déjà, ça dit travailleur autonome ou travailleur indépendant, mais c'est quelqu'un qui a son indépendance. Donc, c'est quelqu'un qui a son bureau quelque part, qui choisit avec qui il va travailler, choisit ses contrats, choisit ses clients, se déplace souvent beaucoup. Alors, probablement que c'est la catégorie de gens qui a le moins eu d'impact, mis à part le fait qu'évidemment, il a vécu les mêmes choses que nous. Pas pouvoir aller magasiner, pas pouvoir aller au restaurant, pas pouvoir aller rencontrer des clients. C'est sûr que la recherche ou le développement des affaires, qui est une part importante pour un travailleur autonome, a été mise au défi sérieusement pendant cette crise-là, parce que c'était très difficile. Alors, je pense que ça, c'est le gros défi du travailleur autonome. Par rapport à l'employé, où lui a dû se réorganiser physiquement pour exécuter ses tâches, moi, je pense que c'était à un autre niveau pour le travailleur autonome que ça s'est passé. Oui, c'est vrai, tu amènes un bon point. Tu sais, quand tu dois ouvrir des comptes, aller chercher des clients, maintenant, tu dois faire ça sur Facebook. On s'entend que ce n'est pas la même approche. Là, pas du tout, pas du tout. Écoute, sortons du télétravail, ou plutôt sortons de la spécificité comptable fiscale du télétravail, rentrons dans plus ce que Isabelle voudrait. Dans la dernière année, on a tous toujours des idées. Tu rêves qu'on invente quoi pour faciliter ta réalité de télétravail? On invente quoi? Moi, je vais te le dire, c'est quoi? Moi, je rêve que mon écran puisse être intelligent, ou ma plateforme de visioconférence, et qui me dit « Hey Nick, t'es croche, redresse ta tête. » Ou « Nick, respire. » Tu sais, avec des petits points là, qui me dit, qui analyse mon corps. Ou « Nick, prends une pause, va t'étirer. » Ou que mon écran, dans 15 minutes, il gèle. Je ne peux plus rien faire. Parce qu'il faut que tu te lèves. Parce qu'il faut que tu prennes une pause. 2 minutes, là, 2 minutes. Tu sais, moi, je rêve que cette technologie-là devienne humaine. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué ou tu t'es dit, il faudrait que j'invente ça? Oui, moi, j'aurais aimé ça avoir un Photoshop instantané pour les matins où est-ce que j'étais un peu préparée à faire une rencontre virtuelle avec mes clients. Ouais. Mais non, c'est vrai que c'est un danger, hein, ça, de passer plus de temps devant nos écrans. Puis l'idée d'avoir une petite alarme qui te dit quand aller prendre une pause, c'est une très bonne idée. Au bureau, veux pas, il y a quelqu'un qui arrive à ton bureau, s'assoit, pose une question, t'échanges un peu, fait que ça te fait prendre une pause de ton écran. À la maison, on n'a pas... c'est difficile. L'automotivation, là... Il faut se discipliner, effectivement. C'est vraiment difficile. François Charon, qui écrit aussi un chapitre dans le livre, donne quelques trucs puis quelques applications qui puissent être downloadées et qui dit lève-toi. Mais moi, je veux qu'on m'oblige. Je veux que mon ordinateur arrête parce que quand le petit truc clignote et me dit lève-toi, c'est facile je me lève pas. OK? Là, moi, c'est trop facile de faire clic. On a tous une webcam. Je veux que la webcam me regarde puis dise non, ce gars-là, il n'a pas bougé. Il nous niaise, l'ordinateur reste bloqué.
C'est vraiment ça que j'ai besoin. Écoute, le futur, rapidement pour aller vers la conclusion, le futur du télétravail, autant pour peut-être bon, un cabinet comme Demers Bond pour toi, mais comment tu le vois, le futur du télétravail? Est-ce que tu crois que ça va rester là? Est-ce que tu crois que tout le monde va se garocher au bureau dès qu'ils ont le droit de retourner? Comment tu vois ça? C'est sûr que c'est pas tout le monde qui va se garocher au bureau quand ça va être permis. Je suis convaincue de ça. Euh, Moi, je trouve que ce qui a été de très positif, en tout cas chez nous, puis je sais que ce n'est pas la réalité de tout le monde parce que j'échange avec beaucoup d'entrepreneurs, puis comme je disais tantôt, je sens qu'il y en a beaucoup qui ont des défis de performance, de productivité, qui sont inquiets du service à la clientèle de leur équipe, que leur équipe offre. On n'a pas eu cet enjeu-là vraiment chez nous. Donc, la productivité est au rendez-vous. On sent que les gens... le fait de ne pas avoir à se déplacer dans le trafic, etc., pour venir au bureau. Ça enlève un stress, hein? Ça enlève un stress et je pense que les gens ont vraiment travaillé ces heures-là. Ouais. C'est le feeling que j'ai. Donc, oui, ils ont eu des enjeux de gestion personnelle à régler parce qu'il y avait des enfants ou autres, mais je pense vraiment que les gens ont mis ces heures-là à profit. Que ce soit pour justement s'entraîner, s'occuper de la famille ou pour travailler, mais je sens qu'il y a une nouvelle, je sais pas, une nouvelle manière de travailler. De productivité, c'est ça. Puis je crois que je souhaiterais qu'on préserve ça. Je souhaiterais que ça soit maintenu puis que les gens puissent avoir le choix, en fait. Un beau mélange pour moi, là, ça serait le mix parfait de pouvoir travailler de la maison quand tu as besoin de ce moment-là, quand tu as un enjeu de temps et tu veux maximiser ton temps au travail plutôt que d'être dans la voiture, mais de pouvoir aussi aller au bureau, se rencontrer, faire des rencontres d'équipe, ça, je pense que ça serait pour nous, je pense que ça serait l'idéal. Mais avec mes échanges avec d'autres entrepreneurs, il y a vraiment une tangente qui commence à émerger, qui est vraiment la règle du 3-2-2-3, 3 jours de bureau, 2 jours maison. La semaine suivante, l'inverse. Ça, je trouve que c'est un intéressant mélange. Il y a un piège, et puis le monde va être surpris peut-être parce que je suis un entrepreneur, puis on croit qu'on veut toujours la productivité absolue, mais il y a un piège de sauver 2 heures de trafic, mais travailler 2 heures de plus. C'est pas ça qu'il faut faire non plus, parce que là, à un moment donné, ça ne finit plus la journée. Cependant, moi, ce que je crois qu'amène le télétravail, c'est vraiment l'occasion unique de réinventer le monde du travail ou plutôt nos habitudes de travail, de les rendre beaucoup plus saines, incluant moi, et tu connais ma vie personnelle aussi, à quel point j'ai une vie de fou, et faire en sorte de se remettre en forme, passer plus de temps avec sa famille, lire, écouter un balado, faire n'importe quoi sauf être dans le trafic. Ça te rend heureux. Et un employé heureux, un entrepreneur heureux, c'est un meilleur employé, c'est un meilleur entrepreneur. Exactement. Donc ça, juste vraiment… Juste au niveau des repas, tu sais, pour avoir été une maman qui a travaillé beaucoup, ça a toujours été un défi, c'est de nourrir les enfants avec le travail quand on fait des longues heures et tout ça. Tu es pris dans une réunion qui ne termine pas, puis le souper n'est pas commencé, tu arrives à la maison, les enfants ont faim. Et ça, ça nous permet de couper dans la semaine, d'avoir certaines journées où tu sais que tu peux commencer à faire cuire ton rôti à 4 heures. C'est pas grave. Dans le fond, tu continues ta journée. Oui. Alors, ça, je pense que ça peut faire partie d'un meilleur équilibre. Et moi, ça ne me stresse aucunement que quelqu'un dans mon équipe mette son rôti au four à 4 heures puis continue à jusqu'à 5h15, au lieu d'être obligé de courir à la garderie à 4h. Oui, exact. Alors ça, je trouve que il faut effectivement qu'on réalise qu'il y a des opportunités, je pense, avec cette réalité-là. Et j'ai tellement hâte que des plateformes comme Zoom ou Skype ou tout ça nous donnent l'option de pouvoir sentir le fameux rôti qui est en train de se préparer chez la personne à qui on parle. Ça serait absolument génial. On parle et puis là, tout d'un coup, oh my God, tes muffins sentent tellement bon. Ça serait quand même… On va se rendre là un jour. Écoute, une petite dernière question. Oui, c'est fou quand même. Hein? Une petite dernière question avant qu'on se quitte. C'est quoi la première chose que tu vas faire quand on aura le droit, en guillemets, de revivre normalement? Moi, c'est un repas au resto avec mes enfants. Génial. On est des gens qui aiment essayer des nouveaux restos et des nouveaux trucs.
Et ça, oui, on a beaucoup encouragé nos restaurants. On a commandé du take-out et tout. Ben oui. Mais l'expérience, là, tu sais, du service, de choisir, de se faire recommander le vin qui va avec ton repas, Ben oui. ça me manque énormément, énormément. Je Alors, comprends tellement. Écoute, restaurant nous, favori. ah ouais, on a hâte. Et puis, on a hâte en tant que aussi, c'est des partenaires, c'est nos meilleurs partenaires, nous, en tant que producteurs de spiritueux. Puis, ça me brise le cœur de voir ce qui est en train de se passer. C'est une richesse au Québec, là, la qualité et les restaurants de styles différents, les bars à cocktails. Ah, j'ai tellement hâte, moi aussi. En tout cas, on ira, après que tu l'aies fait avec tes enfants, on ira nous deux partager un bon repas. Ben, je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce balado. Je remercie aussi toute l'équipe de Demersbourg parce que je sais qu'ils t'ont supporté dans l'écriture de ce chapitre d'une manière ou d'une autre. Je suis très proche de ce cabinet, comme tu le sais. Et donc, je te souhaite une bonne journée et puis à très bientôt, autrement que virtuellement si possible. Espérons-le bientôt, oui. Merci Isabelle, fais attention à toi. Vous avez aimé ce balado? Bien, je vous remercie de le partager. Pour les plus curieux, eh bien, vous pouvez aller en librairie ou en ligne pour vous procurer le livre « Réussir son télétravail ». Et finalement, vous pouvez bien sûr me suivre sur les différentes plateformes sociales. J'aimerais remercier, bien sûr, les invités. J'aimerais remercier l'équipe de production HXN Média et Magali Dufresne. Bien sûr, mon équipe au bureau, merci beaucoup. Et à ma petite famille qui m'a supporté en télétravail pendant plusieurs mois, je m'excuse et je vous remercie. Bon télétravail.